Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle chronique Rollist. Aujourd'hui on va parler de world building et plus précisément de world building dans le cadre des plantes. Alors pourquoi est-ce que les plantes c'est important? Les plantes dans votre univers vont vous servir à plein de choses. Elles vont vous servir à caractériser le cadre, elles vont vous permettre aussi de caractériser tout ce qui va être interaction médicinale. Lorsque vous allez rencontrer un herboriste par exemple, quelle plante il va donner en réponse à quel mot. Également tout ce qui va être nourriture pour votre monde, qu'est-ce qui va permettre de simplement nourrir, que ce soit les animaux comme les humains à l'intérieur de votre univers. Donc c'est fondamental, c'est clé. Pour autant, ça reste un petit peu des fois abstrait, étant donné qu'on ne va pas faire des descriptions de toutes les plantes que les joueurs vont rencontrer dans un jeu de rôle, ou faire une description très précise de chaque particularité d'une fleur lorsque vous êtes dans le cadre d'un roman. Pour autant, c'est des choses qui sont cruciales pour placer tant l'ambiance que pour placer également le réalisme, qui sont deux notions clés dans toute création d'univers. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de voir un petit peu des méthodes pour simplement orienter votre création de plantes, votre création de botanique, afin de la rendre un peu plus tangible, un peu plus crédible, et également, simplement, plus vivante, plus réelle. On va procéder avec trois manières différentes pour trois résultats différents, mais qui tous en fait se complémentent les uns les autres et qu'il faut tous un petit peu penser lorsque vous intégrez une nouvelle plante à votre univers. On va commencer par la méthode dite par intérêt. Alors quand je parle par intérêt, en fait c'est pour intérêt en termes de, à l'intérieur de votre monde, comment est-ce que la plante va être perçue? Est-ce que ça va être une plante qui va avoir volonté d'être médicinale ou non? Est-ce qu'elle va avoir un sens curatif à son existence ou pas? Et est-ce qu'elle va être curative pour tout le monde, ou pour seulement certaines catégories d'individus, d'espèces, etc. Ou simplement, elle va être un poison à plus faible dose, plus haute dose, etc. Tout un tas de considérations qu'il faut avoir. Ça va vous permettre de faire une première distinction, une première dichotomie entre différentes plantes. Si c'est une dichotomie avec des subdivisions, comme on vient de le dire. Il y a des plantes qui, à très faible dose, vont soigner tel mot, mais à plus forte dose, vont vous tuer. Ensuite, en termes d'utilité, est-ce que ce sont des plantes qui servent à l'agriculture? Est-ce que ce sont des plantes qui sont adventices, donc souvent rangées sous le nom de mauvaises herbes? Ou est-ce que ce sont des plantes horticulturelles, des plantes destinées à une exposition, à par exemple être bien taillées, former une jolie sculpture végétale que les gens vont pouvoir apprécier? Alors une plante qui soit particulièrement appréciée tout simplement pour son esthétique, des fleurs très belles, très bien formées, des standards d'espèces qui soient très définis et très recherchés par des jardiniers. Est-ce que c'est une fleur qui, au contraire, va avoir assez peu d'attrait visuel? En fonction de tout cela, comment est-ce qu'elle va être perçue par les personnes qui vont le voir? Est-ce qu'elle va paraître un peu plante de milieu menaçant ou plante de milieu très paisible? C'est autant de choses qu'il va falloir déterminer et qui vont beaucoup entrer en jeu dans le dessin même, l'esthétique de cette plante, mais aussi ses caractéristiques telles que la taille des grains qu'elle va peut-être être amenée à produire, la taille des baies, la présence de baies ou non. Bref, une approche très technique, très terre-à-terre. Une question de géographie. Une question de géographie pour simplement savoir si c'est une plante qui est naturelle, native, d'origine endémique, ou alors, au contraire, une plante totalement importée, que ce soit pour des raisons d'agriculture, comme on a pu le voir juste avant, ou alors simplement qui s'est retrouvée à être amenée là par un navire où il y avait quelques graines dessus et qu'elle s'est retrouvée sur ce nouveau continent. Une question à laquelle il va falloir répondre pour dire si la plante est adaptée ou non au milieu, et justement ce qui nous amène à la question suivante. Biotope d'origine de la plante. Est-ce que elle est prévue pour vivre dans des endroits où il y a des grosses humidités, ou alors au contraire très arides avec des racines qui s'enfoncent très profondément pour aller chercher, puiser dans les tréfonds de la terre, de quoi subsister? Est-ce que, au contraire, elle va avoir de très gros tubercules où elle va stocker par exemple pendant une période de crue de l'eau, et ensuite pendant la période de sécheresse, elle va réutiliser cette eau qu'elle aura stockée dans ses tubercules pour pouvoir survivre. Autant de caractéristiques qui vont à la fois influencer l'anatomie de la plante, présence de rhizomes, présence de tubercules, etc. Autant qui vont également, simplement, conditionner les biotopes dans lesquels vous allez pouvoir la retrouver. Si vous décrivez une plante à un endroit dans un biotope qui est très tempéré, retrouver exactement la même plante avec exactement la même description dans un biotope désertique ou alors complètement même de toundra, va un petit peu poser problème à vos lecteurs, vos joueurs, quels qu'ils soient, enfin, votre public. Cette méthode, elle est très prompte pour rajouter des informations a posteriori. En fait, quand vous checkez tous les items de cette liste, que vous avez défini toutes ces caractéristiques
de votre plante, un joueur de jeu de rôle vous demande « Mais du coup, ta plante, est-ce qu'elle est capable de soigner ou pas et qu'est-ce qu'elle soigne ?» Vous aurez l'explication sous la main parce que ça fera partie des choses que vous aurez checkées, partie des choses que vous auriez créées en amont. Et ça permet de très bien l'intégrer du coup à l'intérieur de votre univers. Problème, par contre, c'est qu'on n'est absolument pas dans une approche ni scientifique, en termes d'évolution des plantes, par exemple, ni dans une approche qui soit purement esthétique. Donc, le critère même de l'esthétique partagée avec des plantes d'espèces communes, etc., n'entre pas spécialement en compte dans cette première méthode. C'est pourquoi je conseille de la combiner avec une autre méthode. On va partir sur la méthode que j'appelle la méthode esthétique. C'est celle qui va être la plus apte à caractériser visuellement une plante. Présent sous nom de fleurs, présent sous nom de feuilles, comment est-ce qu'elle pousse, à quel rythme, quelles sont ses caractéristiques en fonction des saisons, tout un tas de caractéristiques visuelles qui sont ce que l'œil percevrait si jamais il était face à cette plante. C'est très important de faire cela, étant donné que, par exemple, dans la description d'un roman, dans la description d'une nouvelle, ce que les personnes qui vous lisent vont avoir pour s'intégrer à votre univers, ça va être le paysage. Il y a les personnages qui vont avoir leurs interactions, mais il y a aussi le cadre, ce qui entoure. Et quoi de mieux pour le cadre, pour le caractériser lorsque vous êtes en extérieur par exemple, que les plantes, qu'elles aillent de simplement la petite mousse qui va se retrouver sur le pavé, jusqu'au très grand arbre qui va se trouver un petit peu plus loin. Et appuyer les caractéristiques permet de connecter ou de déconnecter de la réalité certains éléments. C'est très important de s'inspirer du réel, mais typiquement dans un univers de fantasy, c'est aussi très important d'intégrer d'autres éléments. Il faut qu'ils soient justifiés. Par exemple, si tel ou tel arbre se trouve avoir des petits cristaux qui soient intégrés à l'intérieur de ses branches, il faut justifier la présence de ces cristaux, justifier la présence d'un organe à l'intérieur de la plante qui va synthétiser ces cristaux, les faire simplement se former à l'intérieur des branches, et ne pas dire « c'est magique, ils sont là comme ça ». Donc ça va vous permettre de vous poser des questions qui vont être plus de nature, non pas d'utilité, mais bien de comment est-ce que ma plante est visuellement, comment est-ce qu'elle pousse, comment est-ce qu'elle grandit. Et de cela, en fait, vous tirez tout ce qui va être pratique pour faire de la description. C'est très bien pour poser des cadres, par exemple, dans le cadre d'un jeu de rôle, ou alors, c'est là que c'est vraiment indiqué, faire de la grosse structuration, de la grosse caractérisation de paysage, lorsque vous êtes dans l'exposition d'un roman, dans une description au milieu d'une nouvelle, parce que vous n'avez pas besoin des informations de si la plante est médicinale ou non. On ne vous la demandera pas. Maintenant, il y a quelque chose qui se cache en dessous de tout ça. J'en ai parlé, c'est la partie scientifique de la chose. Parce qu'on peut parler d'une plante en termes de son apparence, des sentiments qu'elle va procurer, de ce qu'elle va inspirer à un artiste qui va la regarder, mais on peut aussi en parler en termes purement scientifiques, donc à savoir son anatomie, sa manière de se reproduire, son cycle de vie, tout un tas de caractéristiques que vous verrez, par exemple, si vous vous intéressez un tout petit peu à de la botanique. Le but de cette approche va être de caractériser son cycle de développement. Le cycle de développement d'une plante, basiquement, c'est simplement décrire l'enchaînement des étapes qui va mener d'une plante A mature à une nouvelle plante de la génération d'après, B, qui soit mature elle aussi. Ça peut passer par tout un tas d'étapes, que ce soit de simplement de la reproduction sexuée, avec donc du pollen qui vient d'une plante à une autre par exemple un insecte, et qui se trouve du coup à faire une fécondation et à donner une nouvelle graine qui va, elle, pousser. Ou alors de la multiplication végétative, simplement un morceau de cette plante qui vient à se détacher, qui tombe par terre et qui reforme une nouvelle plante. Typiquement, tout ce que vous pouvez voir sous le terme de bouture notamment. Ce que je vous conseille, c'est de jeter quand même un coup d'œil à ce qui existe dans le réel, parce que les plantes, franchement, pour en avoir étudié un peu, il y en a, elles font des trucs, on se dirait qu'on est dans un livre de fantasy. Libérez-vous l'esprit de simplement vous dire « Ok, il existe ça, ça et ça, donc je vais aller piocher là-dedans ». Mais pourtant, le penser est très important. Pourquoi? Parce que simplement, typiquement, si vous êtes sur une plante où il y a de la pollinisation, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des insectes qui aillent polliniser cette plante. Du coup, au moment où vous créez cette plante, il va aussi falloir que vous créiez un petit peu la partie de faune qui va se charger de polliniser ces plantes. Ça peut être aussi des oiseaux qui s'en chargent. Des tout petits oiseaux, il existe par exemple en Amazonie des petits oiseaux qui viennent, qui pollinisent les plantes, simplement parce que ils vont se nourrir aussi de leur nectar. Ce que vous pouvez aussi penser, c'est en termes de structure. Tout ce qui va être simplement présent sous nom d'épines, et donc du coup, lié à ça, est-ce qu'il y a des prédateurs et que du coup il y a eu une sélection qui s'est faite sur le fait que il y ait des prédateurs qui viennent manger et que du coup le développement d'épines a permis aux plantes qui avaient ces épines de survivre.
globalement le processus de sélection naturelle. Et d'ailleurs, même, est-ce que la sélection naturelle a lieu à l'intérieur de votre monde? Est-ce qu'elle est influencée, par exemple, par des règles magiques qui se supplantent à une partie des règles biologiques communes? Et également tout un tas de caractéristiques non observables. La toxicité d'une plante ne vient pas de nulle part. Ça vient de toxines, justement, de toxines qui sont présentes à l'intérieur de cette plante, qui sont produites par des organes spécifiques, et qui, du coup, se doivent d'être expliquées, d'être présentées. Le fait d'avoir cette approche prend beaucoup plus de temps que les deux autres. C'est pour ça que je vous l'ai présentée un peu en dernier. Mais c'est aussi celle qui est la plus complète, étant donné que vous allez devoir vous intéresser à toutes les caractéristiques de votre plante. Et au moment où vous la créerez, vous êtes sûr que, elle soit bien ancrée dans votre monde. Elle le sera, toutefois, si vous respectez également un autre principe, une sorte d'arbre de généalogie de vos plantes. On parle en biologie de phylogénétique. Alors, je vais ultra caricaturer, c'est simplement le fait de créer un arbre du vivant qui vous permette de raccrocher les différentes espèces en fonction de leur lien de parenté. Ça se base sur de l'étude génétique, la plupart du temps. Vous pouvez aussi la faire sur de l'étude protéique, etc., suivant ce que vous voulez cibler. Le fait est que vous n'avez pas forcément de génétique de définir dans votre monde. Ça peut ne pas l'être. Et elle n'a pas forcément besoin d'être découverte par les personnages qui seront à l'intérieur de votre monde pour qu'elle ait lieu, pour qu'elle ait cours. Vous pouvez choisir que vos plantes aient une sorte de génétique, mais que personne ne le sache, parce que on n'a pas encore mené ces expériences-là. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut vraiment ancrer cette notion de parenté. Quelles plantes sont parentes avec quelles plantes? Comment est-ce qu'elles ont été sélectionnées? Pourquoi celles-là ont survécu et pas d'autres? Quelles sont justement les plantes qui ont existé précédemment? Comment est-ce que votre flore a évolué au fur et à mesure des siècles, même des millénaires, etc. Suivant l'échelle de temps sur laquelle vous constatez votre monde, là vous commencez à voir qu'il y a des millions et des millions de plantes potentielles à design. Et c'est normal. Et en fait, le truc, là où on va faire un petit peu un cercle, dans le cas du world building, d'une flore, on va jamais tout faire. On va se limiter à un certain nombre d'espèces clés, les espèces qui vont être rencontrées, les espèces qui vont être décrites, et les espèces qui vont être utiles. 3 catégories dépendant, bien évidemment, du support et de l'œuvre que vous allez produire. Si vous avez besoin d'un support où vous devez improviser, ce que vous pouvez vous créer, c'est une liste d'effets de plantes, les raccrocher à des noms, les raccrocher à de petites descriptions, et vous en tenir là. Ainsi avoir de design, globalement, 500 plantes, qui soient des plantes communes, que vous ayez un petit peu à travers tous vos climats, qui ont ces particularités-là. Et quand vous avez besoin d'une plante particulière, vous l'ajoutez, et vous dites, ok, elle est endémique de la région, elle fait ceci, elle fait cela. Si vous êtes dans le cadre d'un roman, là, vous êtes très tranquille. Vous avez tout le temps qu'il vous faut pour design vos plantes, et surtout, on ne va pas vous demander dans le design de nouvelles. Malgré tout, à travers tous les supports, s'il y a un conseil que je peux vous faire, c'est de les dessiner. Même si vous n'êtes pas bon en dessin. Pas de problème de ce côté-là. Dites-vous juste, simplement, en faire une espèce de croquis. J'en ai fait moi-même, je vais vous mettre quelques illustrations sur le sujet. C'est des croquis très basiques qui montrent juste la forme des feuilles, la forme des fleurs, quelques petites particularités, la taille, des choses comme ça, pour en fait alimenter votre description. Et du coup, au moment où on vous demande, mais du coup, comment elle est cette plante, etc., vous pouvez le montrer. Vous pouvez dire, bon, voilà, ma plante, c'est à peu près ça. Et ensuite, en ayant quelques-unes de vos plantes types qui soient dessinées comme ça, si vous dites par exemple, j'ai ma déprancine des marais, j'ai ma déprancine des monts, la différence c'est que les feuilles sont lancéolées au lieu d'être simplement une longue feuille. Vous n'aurez pas besoin de refaire toute la description, vous n'aurez pas besoin de tout refaire, la personne va se figurer comment est-ce que la plante est, que la plante, ok, elle est un petit peu différente. Ça permet de dire, voilà, il y a une variation, c'est pas la même plante, elle a à peu près le même effet parce que quand même évolutivement parlant elle est assez proche de sa cousine, mais c'est pas la même plante. Du coup ça justifie le fait que elle soit dans 2 biotopes différents. Si on résume, comme toujours en fait en world building, ce qu'il faut c'est maintenir une certaine cohérence. Et la cohérence, vous allez la maintenir en ne vous perdant pas dans tous les sens, en limitant le nombre de plantes que vous allez design. Pour autant, sentez-vous libre d'explorer tout un tas de choses. Vous avez une flore immense qu'il vous est en potentiel possible de réaliser. Parce que on va aller d'arbres supérieurs à simplement petites mousses, petits lichens qui se trouvent à être sur le sol. Lâchez-vous. Faites en fonction de vos envies aussi. Si vous avez envie de mettre 1 millier d'espèces de champignons, faites-vous plaisir, mettez plein de champignons partout. Ne vous restreignez pas dans ce sens-là. Ce que je vous enjoins, c'est juste à maintenir ce fil de cohérence et réfléchir en termes d'ascendance. Comment est-ce que les plantes ont acquis leur caractère? Pourquoi est-ce qu'elles les ont acquis? Qu'est-ce qui a fait qu'à tel instant, en fait, une plante n'a pas été mangée par un prédateur et donc a pu être amenée à avoir une descendance?
et l'autre plante n'a pas été mangée. Par exemple, le fait que voilà, elle avait un goût aigre à côté de l'autre, et que du coup, au moment où l'animal est venu se nourrir de la feuille, il n'a pas continué à manger la plante, et donc du coup la plante a survécu. Ou alors par exemple, la plante a totalement été mangée en surface, mais celle-ci avait des rhizomes comparés à l'autre, voilà, parce qu'il y avait eu une mutation qui a mené à ça. Et du coup, ces rhizomes ont permis à la plante de survivre parce qu'elle a pu repousser après avoir été broutée. Réfléchissez juste comme ça, dites-vous pourquoi est-ce que vos plantes elles ont survécu, est-ce qu'elles ont été dans des milieux aussi protégés de certains prédateurs, comment est-ce qu'elles ont pu se déplacer à travers le continent, qu'est-ce qui fait que tel type de plante soit présente partout, ou que tel type de plante soit juste sur cette île, et vous serez bon, vous aurez une flore un petit peu cohérente, un peu plus que si vous partiez simplement bille en tête, comme je l'ai fait au début, comme on le fait tous au début en world building. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il y a à faire. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, je les lirai, j'y répondrai. Le tout pour permettre d'avoir une discussion sur ce thème et sur des thèmes proches qui mènent à améliorer la base de connaissances de world building française qui est très pauvre à mon sens. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Taros. Salut, salut!